Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission L'Autre Direct. Je suis avec David Heurtel, le ministre québécois du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Alors, ministre depuis avril 2014, vous êtes en France pour la COP 21, mais vous avez tenu, avant de vous rendre à Paris pour la COP 21, vous avez tenu à venir aux entretiens Jacques Cartier à Lyon. Qu'est-ce qu'il y avait de si important à faire à Lyon aux entretiens Jacques Cartier avant cet événement mondial? C'était très important pour moi et pour le gouvernement du Québec d'être présent à Lyon. J'ai eu le plaisir d'assister au sommet des régions cet été à Lyon, où on a pu à nouveau témoigner du leadership de la région Rhône-Alpes et de la ville de Lyon en matière de lutte contre les changements climatiques. Et était très important dans le contexte justement de la COP de revenir à Lyon pour poursuivre les entretiens non seulement avec la région, mais les entreprises de la région qui s'affairent au développement des nouvelles technologies propres. J'ai eu la chance notamment de visiter la Cité de l'Environnement hier. J'ai également visité l'Institut national d'énergie solaire. J'ai rencontré également des entrepreneurs qui développent de magnifiques idées en technologie propre dans plusieurs différents secteurs. Et également, j'ai pris part hier soir à l'ouverture des entretiens Jacques Cartier, qui en sont à leur 28e édition. Et ça, c'est un autre exemple de la très belle collaboration qui existe entre justement la région Rhône-Alpes et le Québec, le Centre Jacques Cartier qui justement s'assure de développer et d'insuffler une nouvelle énergie dans les maillages tant entre les milieux universitaires, les milieux entrepreneuriaux et les pouvoirs publics également, et notamment en matière d'innovation et de créativité sur les technologies propres. Vous insistez beaucoup là-dessus. C'est vrai que les entretiens Jacques Cartier, qui sont des rencontres entre universitaires, entre chefs d'entreprise et politiques, entre Lyon et Montréal depuis 30 ans maintenant. Ouais. Vous insistez beaucoup sur l'innovation. Pour vous, l'innovation, c'est la clé de la lutte contre le réchauffement climatique? Non seulement c'est la clé, mais c'est une extraordinaire opportunité. Alors évidemment, au Québec, on s'inscrit, comme la région Rhône-Alpes d'ailleurs, comme des leaders en matière de lutte contre les changements climatiques. Nous avons établi le plus grand marché du carbone en Amérique du Nord avec la Californie. Nous nous sommes dotés de la cible de réduction d'émissions de gaz à effet de serre la plus ambitieuse au Canada pour 2030, de 37,5% par rapport au niveau de 1990. Mais il faut également voir ce défi planétaire comme aussi une opportunité de développement économique et d'innovation. Alors, on se doit de réduire nos émissions, mais ça passe par le développement d'une nouvelle économie, une économie qui ne sera pas pétrodépendante. Alors, autant qu'on est au début de la fin de l'ère des hydrocarbures, on est également au début d'une nouvelle ère qui ne dépend pas justement du pétrole. Et donc, ça veut dire qu'il nous faut des nouvelles idées, des nouvelles technologies. Et le Québec investit les revenus de son marché du carbone, estimé à près de 3 milliards de dollars d'ici 2020, dans le développement de nouvelles technologies propres. Alors que ce soit en transport, en énergie renouvelable, en efficacité énergétique, en recherche scientifique, en gestion des matières résiduelles. Mais également, ça passe également par des partenariats internationaux. Et donc, ma présence ici, c'est de poursuivre ces relations avec les entreprises de la région Rhône-Alpes. Comme vous le dites, ça a l'air assez simple au final. Si pour lutter contre le réchauffement climatique, il suffit d'avoir de l'innovation et du coup de la croissance, tout le monde devrait être pour. C'est sûr que ça paraît simple. Ce n'est pas, évidemment. Mais encore là, il faut voir que dans la dernière année, je crois qu'il y a eu une prise de conscience accélérée par rapport non seulement à l'urgence d'agir, mais aussi de comprendre que les coûts de ne rien faire par rapport au changement climatique sont de loin supérieurs à ce qui nous en coûterait d'investir dans une nouvelle économie. Et la planète le fait, la Chine le fait, les États-Unis se sont engagés résolument dans des moyens concrets de lutte contre les changements climatiques grâce au président Obama et, bon, évidemment, des États comme la Californie. Mais il y a également l'Europe et la France qui est un leader en matière de lutte contre les changements climatiques également. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça passe nécessairement par une nouvelle façon de faire les choses. Alors, des nouvelles technologies, des nouvelles idées, puis la mise en œuvre
de ces nouvelles technologies. Alors, ça implique des changements de comportement nécessairement. Et c'est loin d'être simple. Mais l'idée, c'est de s'y mettre et de travailler ensemble pour réussir. Est-ce que ça passe par une période d'effort pour changer notre économie et qu'il faut accepter peut-être d'avoir des économies moins florissantes parce qu'il va falloir renoncer à la vieille économie et faire l'effort d'investir dans la nouvelle? Bien, je crois, encore une fois, dans tout changement, il y a évidemment des craintes, mais dans tout changement, il y a des opportunités de développement. Et je crois que tout comme nos économies ont subi des changements à travers les temps, il faut voir ça comme, encore une fois, il faut le voir d'un œil positif. Il ne faut pas voir ça comme un recul, mais plutôt une chance de développer davantage. Et d'ailleurs, il y a plusieurs études à l'international qui le démontrent, que ce soit les Nations Unies, des études de grands groupes financiers comme Citigroup, le gouverneur de la Banque d'Angleterre l'a également dit récemment. Il y a des opportunités économiques et il faut le faire. On n'a pas le choix également. Il ne faut pas oublier ça, ce n'est pas un caprice. Il faut absolument investir dans la nouvelle économie et transitionner vers une économie plus sobre en carbone. On va poursuivre David Hurtel sur le site internet, puisque je dis au revoir aux téléspectateurs de TLM et dire que l'entretien se poursuit sur lyoncapital.fr. Alors David Hurtel, vous dites qu'il y a des espoirs finalement, des opportunités. Comment vous avez regardé cette première journée de la COP21, qui était assez solennelle, mais est-ce que vous y avez décelé des signes d'optimisme? Bien, je crois véritablement qu'il y a une volonté d'agir. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, était présent avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et clairement, le message est un message d'optimisme et un message aussi où il y a une conscientisation qu'il y a urgence d'agir. Et je crois qu'il faut voir la COP21 à Paris comme un départ, non pas comme une fin. Et surtout, la réalisation que dès janvier 2016, il faut se retrousser les manches et se mettre au travail. Et ce travail-là va se faire au niveau des régions, au niveau des villes, au niveau des États fédérés comme le Québec. Et parce que c'est là que résident les vrais champs d'action concrets en matière de lutte contre les changements climatiques. Prenons les transports, par exemple, qui est un centre très important d'émissions de GES. Bien, il faut justement voir comment on doit transformer nos façons de nous déplacer, nos façons d'envisager les transports. Alors, justement, je crois que c'est un défi. C'est que le Québec donc, est un État fédéré, et vous faites partie de la délégation du Canada, et vous plaidez pour l'intégration des États fédérés et des régions, plus largement à la dynamique de la COP21. Pour vous, ça se passera au niveau local? Absolument. Quand on regarde concrètement, oui, nécessairement, les pays, il y a près de, je crois, plus de 140 chefs d'État qui sont présents à Paris d'ici au 11 décembre. Mais encore une fois, quand on regarde concrètement les actions, alors qu'on parle de transport, qu'on parle d'entreprises industrielles, qu'on parle de construction, qu'on parle également de traitement de matières résiduelles, nos déchets, encore là, ce sont les pouvoirs locaux qui traitent de ces enjeux-là en première ligne. Alors que ce soit les grandes villes, que ce soit les régions, que ce soit les provinces comme le Québec, c'est là où réside le véritable pouvoir d'action et la proximité avec les citoyens et citoyennes. Et donc, et c'est une des priorités du Québec et d'autres États fédérés et d'autres régions, de s'assurer que dans les accords qui sont négociés, il y aura une reconnaissance de ce qu'on appelle les États infranationaux. Ça, c'est le langage onusien qui circule présentement à Paris. Mais c'est un travail que le Québec fait, notamment avec la région Rhône-Alpes et d'autres acteurs à travers le monde, pour s'assurer, et nous sommes très optimistes à cet égard, qu'il y aura dans les accords de Paris une mention spécifique du rôle essentiel des régions, des États fédérés, dans non seulement en général la lutte contre les changements climatiques, mais dans la mise en œuvre concrète des accords. Par contre, il n'y aura pas assez de place sur la photo aussi, il faut intégrer toutes les régions, toutes les grandes villes. Il n'y aura pas assez de place sur la photo, mais si vous regardez la COP comme telle, le 4, donc c'est après-demain, il va y avoir, non, c'est sûr, le lendemain, il va y avoir une journée dédiée aux villes, alors présidée par la maire de Paris, Mme Hidalgo,
Le maire de Montréal, Denis Coderre, il sera présent avec des centaines de maires à travers le monde. Et le 8 décembre, et ça c'est une innovation, pour la première fois dans une COP, les États fédérés, les États infranationaux, auront également leur propre journée à l'intérieur même de la COP. Alors ça vous illustre concrètement le chemin qu'on a fait, surtout dans la dernière année, depuis la dernière COP à Lima, le chemin qui a été parcouru par les régions, grâce entre autres au leadership de la région Rhône-Alpes et grâce au sommet des régions qui a eu lieu en juillet dernier, qui a illustré l'importance des régions et des États fédérés. Et donc, non seulement il y a une reconnaissance dans les textes, mais concrètement, vous allez voir au courant des prochains jours le leadership des régions, des grandes villes et des États fédérés en matière de lutte contre les changements climatiques. Au final, vous pariez sur une réussite de cette COP21? Absolument. Absolument. On le sent, on sent qu'il y a une volonté d'agir. Les grands acteurs comme les États-Unis et la Chine répondent présents. La Chine a annoncé il y a quelques semaines la création d'un marché du carbone national pour 2017. On voit aux États-Unis des États comme New York, l'État de Washington, l'État d'Oregon, qui ont indiqué leur volonté d'explorer une liaison avec le marché du carbone Québec-Californie. L'Ontario a déjà annoncé son intention de se joindre au marché du carbone Québec-Californie. Le Mexique a également annoncé, a signé une entente de principe avec le Québec, avec le premier ministre Couillard en octobre dernier, encore une fois indiquant son intention non seulement de créer un marché du carbone, mais de le lier à notre marché. Alors on voit, il y a un momentum mondial qui se dessine. Et encore une fois, on n'a pas le choix. Il faut agir d'ici 2050. On doit le faire maintenant pour s'assurer que nos enfants aient une planète en état. Et donc, cette urgence d'agir, je crois qu'il y a une prise de conscience. Et encore une fois, je le répète, je le souligne, Paris, il ne faut pas le voir comme une fin, il faut le voir comme un début. Et donc, cet élan, cette lancée, grâce au leadership du gouvernement français, va nous permettre justement de rentrer chez nous et d'avoir les outils justement pour mettre en œuvre davantage des actions concrètes. Alors, une dernière question. Venir à Paris 15 jours après les attentats, c'est pas tout à fait anodin. Vous venez aussi dans un pays qui s'interroge beaucoup, notamment sur comment des jeunes qui ont grandi en France, en Belgique, ont pu à ce point être fanatisés par une déviance de la religion et prendre les armes contre leurs propres concitoyens. Vu du Québec, où vous avez une approche un peu différente des questions de religion, où les questions de laïcité ont fait beaucoup de débats aussi chez vous il n'y a pas si longtemps, est-ce que vous avez des réponses, des éléments de réponse à nous apporter? Ben, je ne dirais pas nécessairement des éléments de réponse. C'est sûr que d'abord et avant tout, l'ensemble des Québécoises et Québécois ont évidemment ressenti très profondément la douleur du peuple français suite aux attentats du 13 novembre. Et je profite de cette tribune pour exprimer à nouveau toute la solidarité et la profonde amitié que ressentent les Québécoises et les Québécois envers nos frères et sœurs français. Ce qui est important, je crois, c'est de montrer que nous sommes solidaires et qu'on ne baissera pas pavillon devant ces actes de barbarie et que nous allons poursuivre le travail qui doit se faire en termes de démocratie, en termes de sensibilisation. Je crois qu'en même temps, ça soulève des questions importantes de comment engager les jeunes et comment communiquer, comment davantage s'assurer que les éléments plus radicaux, que les messages terroristes ne trouvent pas écho dans notre jeunesse. Et ça prend un travail concerté, ça prend un travail de sécurité, ça prend un travail d'éducation, ça prend un travail de conscientisation davantage. Mais d'abord et avant tout, c'est de dire non à la violence, dire non à la barbarie et de ne pas se laisser intimider. Et c'est un travail qui marche au Québec? Bien, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui doit se faire. Nous-mêmes, on a eu des attentats au cours des dernières années, tant au Québec qu'à Ottawa également. Et c'est sûr que c'est un travail qui ne sera malheureusement jamais terminé.
tant qu'il y aura des gens dans le monde qui veulent porter atteinte à nos valeurs fondamentales. Mais je crois que le travail doit se faire à plusieurs niveaux. Il doit se faire tant au niveau de l'éducation, mais ça prend aussi un meilleur travail d'intégration, d'inclusion sociale de l'ensemble des différentes communautés. Ça prend une communication, ça prend aussi une action internationale concertée qui fait en sorte que, justement, le désespoir qui est ressenti par certains jeunes ne trouve pas racine, justement. Et il faut justement être capable de montrer qu'il y a d'autres options, qu'il y a d'autres façons de faire, et de montrer que nos sociétés se veulent accueillantes et justement célèbrent une diversité. Alors, je crois que c'est important de poursuivre notre travail, d'échanger, d'être à l'écoute et également d'évoluer. On a un appel qu'on entend, c'est de faire un plus grand travail d'inclusion et de partage des valeurs. David Hurtel, je vous remercie. Je vous laisse filer à la COP21 à Paris. Juste avant de partir, d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez fait une carrière dans le privé, notamment à Juste pour rire. Oui. Donc un parcours quand même assez un peu atypique pour un politique. On imagine... j'ai pas d'exemple en France de politique qui aurait fait carrière dans un festival d'humour. Juste pour rire, il y avait à Lyon en octobre Juste pour Lyon. Finalement, c'est vous qui avez lancé ce festival d'humour à Lyon? Ah non, je ne prendrai pas le crédit, mais je vous dirais par contre que pour faire de la politique, il faut nécessairement de l'humour. Alors, mais non, évidemment, c'est Gilbert Rozon qui a eu l'idée de développer à l'international la formule du Festival Juste pour rire de Montréal, avec succès d'ailleurs, et c'est à lui que revient tout le crédit. Moi, j'ai directeur des ventes à l'international. J'ai travaillé aux ventes télévision à l'international dans les années 2000. Ça a été une très belle expérience pour moi et j'ai eu la chance justement de parcourir la planète et je l'espère, permettre la diffusion du sens de l'humour québécois, mais également de faire rire. Et ça a été une magnifique expérience. Mais encore une fois, le crédit revient à Gilbert Rozon. Mais pour faire de la politique, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Finalement. Vraiment, vraiment. Alors, c'est un travail de grande humilité, mais également, justement, avoir un sens de l'humour et ne pas se prendre trop au sérieux, c'est nécessaire pour survivre dans ce métier. On espère que la parole portera en France. David Hurtel, je vous remercie et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.